Quand on regarde le Moyen-Orient et l'Asie de l'Ouest, tu vois, je pense que l'attaque israélienne contre Doha a tout changé. Elle a détruit tous les calculs des États arabes. L'attaque israélienne contre Doha, au Qatar. Oui. Ils savent qu'ils ne pourront pas être défendus si Israël attaque l'un de ces États arabes du Moyen-Orient. Ils ne seront pas défendus par les États-Unis. Ils connaissent cette réalité. Et d'un autre côté, avec les tensions croissantes entre Israël et la Turquie, nous avons appris aujourd'hui même qu'Erdogan se rendra bientôt en Iran et qu'il se rapproche pour comprendre ce qui se passe avec Israël. C'est une déclaration, c'est la déclaration d'Ankara adressée à Jérusalem. Oui, vous n'allez pas le faire, et vous n'allez pas le faire. Si vous le faites, vous ne vous en sortirez pas. Et si vous essayez d'impliquer votre grand patron là-dedans, ça ne marchera pas non plus, parce qu'il va se brûler la main, lui aussi. Et les gens commencent à se rendre compte que, lors de l'échange où Trump a dit, je crois que c'était Trump, peut-être Hegseth, mais l'un d'eux a dit que la Russie était un tigre de papier. Poutine a répondu d'une manière très subtile, à mon avis, mais néanmoins sincère. Le tigre de papier, c'est nous. Le tigre de papier dans le monde en ce moment, celui que les autres pays jugent le plus mal, même s'ils apprennent vite, c'est nous. Nous n'avons pas grand-chose à part les armes nucléaires. Nous revenons à cette idée qui, en tant que professionnel militaire, me terrifie chaque fois que j'y pense. Nous avons des armes nucléaires. Nous possédons presque 6000 ogives nucléaires et nous disposons de moyens de livraison très fiables. Nous les avons sous la mer, sur la mer, dans les airs et sous forme balistique. Et les empires ne s'effondrent pas toujours paisiblement. Et celui-ci me fait vraiment peur à cet égard. And this one really scares me in that regard. Will we in fact end it all with Allons-nous, en réalité, tout anéantir par un échange nucléaire, en pensant que nous sauvons d'une certaine manière tout ce que nous avons construit au cours des 2 derniers siècles, dans une sorte d'effort frénétique pour mettre notre doigt dans la brèche du barrage, alors qu'en vérité, nous allons simplement faire exploser tout le barrage? Les gens disent, eh bien, vous n'êtes qu'un alarmiste. Et je réponds que si vous aviez passé toute votre vie professionnelle à traiter de ces maudites armes, des armes nucléaires planant en permanence au-dessus de votre épaule, vous comprendriez. Vous savez, peut-être que je suis trop vieux, mais je comprends ce que les gens ressentaient pendant la guerre froide, parce que j'étais l'un d'eux. Nous avons perdu cela. Nous avons perdu ce sentiment de peur et de terreur. Lost that sense of fear and terror. Ces mêmes personnes sont toujours aux commandes. C'est elles qui dirigent tout. Je ne peux pas croire une seule minute que Donald Trump dirige réellement le pays aux États-Unis. Ce type est quelque chose. He's the cosmetic surface of it. Il n'en est que la façade cosmétique. Et il doit parfois les rendre fous aussi, avec son imprévisibilité, son indécision, son côté dispersé, le fait qu'il s'endorme pendant les réunions et tout le reste. Il doit vraiment les rendre fous. Ils doivent à certains moments se regarder derrière les rideaux, ou peu importe, s'ils ont jamais ce genre de moment, et se dire « Qu'est-ce qu'on a fichu? Allons voir JD. » Let's get to JD. Oui, Larry, vois-tu toujours la peur, la menace ou le risque d'une guerre entre l'Iran et Israël? Je ne sais pas ce que les États-Unis peuvent encore apporter à Israël. En ce moment, Donald Trump envoie tout près du Venezuela, au large des côtes. Mais si Israël se prépare à attaquer l'Iran, que peuvent encore apporter les États-Unis à Netanyahou? Il sait que ce n'est pas seulement une question d'Iran. Nous avons mentionné la Turquie. Les États arabes essaient de faire quelque chose en coulisses. Ils ne sont pas satisfaits de toute la situation au Moyen-Orient. Je le crois. Mais ils maintiennent tout de même une bonne relation avec les États-Unis.
même sous l'administration Trump. Globalement, quand on regarde la situation au Moyen-Orient, à quel point est-il risqué pour les États-Unis de s'impliquer dans une quelconque guerre? The awful thing, Neiman, is that La chose terrible, Nima, c'est qu'avec ce que nous avons actuellement déployé, notamment de façon spectaculaire dans les Caraïbes, mais aussi ailleurs, et je comprends que nous ayons mobilisé beaucoup de nos groupes amphibies de marine, de nos forces expéditionnaires et des unités qui patrouillent habituellement. Nous ne faisons plus beaucoup d'exercices de liberté de navigation. En ce moment, nous sommes nous-mêmes les plus grands violateurs de cette liberté. Mais on pourrait encore rassembler suffisamment de forces dans le nord de l'océan Indien, dans la mer d'Oman, autour du golfe Persique, et depuis Al-Udeid et d'autres bases en Arabie Saoudite, par exemple, pour bombarder l'Iran sans interruption jusqu'à épuisement. Et cette pénurie va probablement se produire dans environ 96 heures en ce qui concerne les principales munitions. Mais vous en avez assez pour vraiment faire quelque chose de spectaculaire pendant une courte période. Pensez, par exemple, aux premières phases de la guerre du Golfe et aux bombardements qui ont eu lieu à ce moment-là. Ou pensez aux 4 jours qui ont en réalité causé plus de dégâts à l'Irak. Je veux dire l'Irak, pas l'Iran. Ces 4 jours ont infligé plus de dégâts à l'Irak lorsque Bill Clinton a bombardé. Nous n'en revenions pas quand nous sommes arrivés là-bas en 2003. Cela n'avait pas été fait pendant la première guerre du Golfe. Cela a été fait par Bill Clinton pendant ces 4 jours où il a lancé des munitions guidées de précision les unes après les autres sur Bagdad et les zones environnantes. Donc, nous pourrions faire la même chose. Et cela donnerait l'impression qu'il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de fumée, beaucoup de feu, tout ça, tu vois. Il n'y aurait pas énormément de dégâts étendus et durables pour l'Iran, mais cela donnerait l'impression que nous avions fait quelque chose, que nous agissions pour le moment. Mais ce serait tout, nous en aurions fini, ce serait terminé. Alors, veux-tu vraiment te mettre dans cette position où tu es complètement à découvert devant le monde, et où probablement 10% de plus te détestent après ça? Je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qui entre en jeu? Qu'est-ce qu'il reste pour Israël s'ils sont absolument décidés à le faire? Dimona, leurs armes nucléaires. Encore un moment de peur dans l'esprit de ce militaire. Et je n'ai aucun doute que Bibi Netanyahou les utiliserait. Et les pays ne sont pas stupides, Larry. S'ils les utilisent, ils vont faire face à une pression croissante pour développer des armes nucléaires en Iran et en Turquie également. Je pense que Bibi croit que le Pakistan et d'autres pays de ce genre, qui pourraient venir en aide à l'Iran en matière d'armes nucléaires, ne le feront pas. Il pense qu'ils seraient intimidés, qu'ils ne le feraient pas. Mais dans des moments extrêmes, on ne sait pas vraiment comment les pays se comporteraient. Tu n'en sais rien, et tu ne sais pas ce que l'Iran ferait. Il pourrait encaisser une frappe nucléaire si elle est limitée. Il pourrait encaisser la frappe nucléaire, puis anéantir Israël. Simplement l'anéantir, le faire sombrer dans la Méditerranée. Ils en seraient capables. Rien qu'avec des munitions conventionnelles, ils pourraient le faire, surtout si ces munitions conventionnelles étaient renforcées encore et encore par les Chinois et les Russes. Ils continueraient simplement à envoyer des vagues. Le seul problème, c'est qu'ils pourraient tirer une autre ogive nucléaire, ou une autre, ou encore une autre. Mais si j'étais l'Iran, l'une des choses que je ferais, ce serait de retirer ma zone d'interdiction autour du complexe de Dimona. Je frapperais le complexe de Dimona. Je l'effacerais. Cela provoquerait probablement des retombées radioactives sur tout Israël. Mais s'ils me font cela, je le leur rendrai. Tu vois comment ça fonctionne. C'est très dangereux.